Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, je dis souvent, à mes proches, qui sont souvent mon premier public, heu, mais je dis: «Mais parfois, il y a des images que je réalise à Paris que j'arrive pas à réaliser à la campagne». Comme le héron, c'est incroyable comment il est imperturbable, où on peut parfois les approcher à 3 mètres. À la campagne, un héron à 200 mètres, ils vous voient, ils ont une telle acuité qu'ils s'en vont. En ville, c'est fou, ils se sont complètement acclimatés. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Daily Green. Je suis ravi d'accueillir Yann Crochet. J'aimerais savoir d'abord comment tu vas. Eh bah, écoute, ça va super bien, merci de m'accueillir, sur tes ondes. Bah, écoute, avec plaisir. Je sais que ça a été difficile de t'avoir ces derniers temps avec le beau temps sur Paris. Bah, Beaucoup de travail. on a quelques, je dirais, avances avec, les prémices du printemps, donc en tant que photographe, naturaliste, on a beaucoup, beaucoup de choses à observer et à photographier, que ce soit la faune et la flore. Alors justement, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et que tu puisses le faire librement. Alors, bah, tout à fait librement. En fait, moi, je m'appelle donc Yann Crochet, je suis photographe, je dirais naturaliste. J'habite à Paris depuis un peu plus de 30 ans et ayant besoin de, je dirais, de bouffées d'oxygène et ben, j'arpente, nos 2 bois, bois de Vincennes, bois de Boulogne, les parcs, les cimetières, les friches de Paris, en observant toute la nature qui nous entoure. OK. Comment elle est venue cette idée de devenir comment cette passion de la photographie t'est venue? Bah, en fait, moi, je suis originaire, de la province, et je suis arrivé pour mes études à Paris. Donc ce besoin de reconnexion à la nature, je rendais visite, régulièrement à mes parents et puis après, bon, bah, on prend son envolée et donc je suis resté sur Paris et puis, bah, encore une fois, ce besoin d'oxygène, d'observer la nature, d'avoir besoin d'horizon a fait que, bah, j'ai acheté un appareil et après de nombreuses observations, j'ai voulu, je dirais, immortaliser en fait des scènes, que j'avais du mal déjà à réaliser, à la campagne, mais qui étaient beaucoup plus accessibles en ville. Ce qui est assez incroyable, c'est finalement se dire que tu viens de la campagne, tu aurais pu être photographe animalier avec, tout l'imaginaire qui va derrière en se Non. disant: «On est à la campagne, il y a beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus facilité pour pouvoir, les apercevoir», même s'il faut évidemment beaucoup de patience. Mais là, tu le fais à Paris. C'est quoi la spécificité de la capitale sur ce sujet-là? Alors c'est vrai que c'est assez, je dirais anachronique de quand je dis que je suis photographe animalier naturaliste à Paris, les gens ne comprennent pas trop en fait. Ils pensent à des grands photographes type, Vincent Munier là qui a eu le 2 César là récemment avec Le Chant des forêts, où on le voit dans ses Vosges, avec les montagnes, la brume et cetera. Mais à Paris en fait, à ceux qui prennent le temps, qui ralentissent comme j'aime à dire, et bien en fait, il y a une biodiversité, sous nos yeux, à quelques encablures en fait de nos habitations, mais que pour certains on a oublié ou que pour d'autres, on ne subordonne même pas en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, je dis souvent, à mes proches, qui sont souvent mon premier public, mais je dis: «Mais parfois il y a des images que je réalise à Paris que j'arrive pas à réaliser à la campagne». Et donc la biodiversité, elle est présente. Et il faut juste encore une fois, se poser et observer ce qui nous entoure. Excellent. Justement, tu parles de Vincent Munier. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de la séquence justement où il traque le loup blanc et que finalement il finit par les apercevoir. Il y a une séquence qui est très, très forte en émotion. Est-ce qu'il y a un animal, en ville que tu as eu du mal à photographier et le jour où tu l'as eu, ça a été quelque chose, de très, très fort, heu Bien sûr, là, quand Vincent prend les loups arctiques et qu'on voit, il est dans sa tente, il en pleure, hein, d'ailleurs, parce qu'il les attend depuis des semaines. J'ai aussi moi des émotions,
incommensurable parce qu'il y a des pas forcément alors, j'ai envie de dire en fait, effectivement, il y a certaines espèces, on parlera du renard, on parlera des martins pêcheurs, on parlera des fouines. Effectivement, la 1re fois, bah, il y a une énorme émotion parce qu'il y a même une adrénaline qui vous fait trembler, vous avez les larmes aux yeux de voir l'animal et puis après, une fois que vous avez appréhendé votre émotion, bah, moi je cherche c'est à observer les comportements à comprendre comment réagit l'animal en ville, en fait. On peut se poser la question: «Est-ce qu'il est normal, aujourd'hui d'avoir des renards en ville?» Heu, Oui. c'est une question alors que l'animal est plutôt, son écosystème c'est plutôt la campagne, la forêt, les plaines, les prairies et cetera et en fait, il y a une vraie politique de la ville aujourd'hui, concernant la biodiversité. C'est que déjà un ils sont pas chassés et 2 on utilise très peu de pesticides, quasiment pas. Donc ils ont une sorte la ville devient en quelque sorte un refuge pour eux, hein. Mmh. Chaque, animaux aujourd'hui je suis émerveillé en fait, par une mésange qui s'épouille, je dirais que j'ai pas un animal forcément préféré aujourd'hui, mais de pouvoir les observer, encore une fois, à quelques encablures de nos immeubles, de nos parcs et cetera, c'est quand même extraordinaire. Et alors tu peux nous parler un peu de ton travail de photographe? C'est quoi le travail d'un photographe animalier sur la capitale? C'est quoi à quoi ressemble ta journée? Aujourd'hui alors je me lève très tôt, déjà, pour avoir, déjà, les meilleures lumières, donc très tôt le matin et puis, bien sûr au coucher du soleil. Déjà effectivement pour avoir les meilleures lumières et puis on a quand même moins de bipèdes, donc moins de citadins, car les animaux, ils comprennent bien que quand il y a un gros flux, un gros trafic, de de Parisiens, de touristes, ils se font plus discrets. Donc très tôt le matin et puis au coucher du soleil, encore une fois. Alors, les des journées typiques, alors au départ, à mes débuts, j'y allais surtout pour, je photographiais tout azimut, tout ce que je pouvais, photographier et puis après je me suis cantonné en fonction des saisons à certaines espèces parce que, au départ, j'avais un gros sac à dos avec, un énorme téléobjectif, un plus petit, un objectif macro et en fait, j'avais le dos, qui était en vrac parce que je voulais tout porter et tout faire. Sauf que je survolais mes sujets. Aujourd'hui, j'essaye d'approfondir, les espèces, de comprendre leur comportement, d'anticiper, pour, réaliser des images, d'exception. Du coup, alors tu peux nous parler un peu de toutes les espèces qu'on peut croiser? À Paris, on a quand même, beaucoup plus d'oiseaux, alors effectivement un des oiseaux quand même, mythiques, c'est quand même le martin pêcheur. Ça, c'est plutôt bon signe d'avoir, les martins pêcheurs, dans la capitale, ça veut dire que les eaux sont plutôt, bonnes. Mais après vous avez les faucons pèlerins, ça c'est quand même exceptionnel. On a un retour de quelques nichés. Alors on n'est pas très loin, mais on a toute la colonie de faucons cresserelles au château de Vincennes, ça c'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a une télévision japonaise qui est restée un mois pour filmer, toute cette colonie. On a quand même eu l'année dernière, 8 nichés avec 4 petits par nid. C'est exceptionnel à voir le nourrissage, les parents qui apportent, qui s'offrent, les proies pour les donner ensuite aux petits. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses qu'on a, peu l'occasion de voir, à la campagne. Là, je vous dirais, c'est pas des oiseaux citadins, mais presque quoi Ouais, et du coup, ça nous permet de faire des images qu'on pourrait, en tout cas, il faudrait plus de temps à la campagne pour les réaliser. d'accord. Donc à part les oiseaux qui Alors après, concernent il y a les mammifères bien sûr, hein, il y a les mammifères, donc le renard, il y a les fouines, les rats. Moi, je photographie les rats et d'ailleurs, souvent on a peur des rats, mais ça mange près de 35 tonnes de déchets alimentaires. Donc c'est quand même énorme. Alors c'est vrai qu'on a cette pensée, le rat, il est sale. Or le rat, il se nettoie, régulièrement dans la journée. Effectivement, il colporte certaines maladies, sur son plastron, mais ça c'est une autre chose qu'il faudrait peut-être, régler. Il faut mettre des prédateurs naturels, hein, tout simplement. Les faucons pèlerins, les faucons cresserelles, les renards, les hérons, ont comme prédateurs, sont les prédateurs des rats, par exemple. mmh, tout à Donc fait. et d'ailleurs les boîtes que l'on met, dans Paris, les boîtes, les rats sont très intelligents, ils y vont très peu, en fait.
D'accord, donc ça marche pas vraiment, quoi? Pas non, exactement. Ouais. Et des prédateurs naturels, oui. D'accord. Il y a des ragondins. D'ailleurs, ragondage, souvent, les gens aussi ont une méconnaissance et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est de sensibiliser aussi les gens et de parler de ce qu'on sait, en fait. Là, je viens d'apprendre que le ragondin, en fait, il a été, importé d'Amérique du Sud, à la fin du 19e parce que, certaines grandes dames voulaient porter de la fourrure. Bon, très bien. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que, les prédateurs du ragondin sont en Amérique du Sud, sont le puma et un autre prédateur, le puma et j'ai un trou de mémoire et ça va me revenir. Mais en tout cas, on a oublié les prédateurs et du coup, bah, ça prolifère. Donc il faut réguler, en fait. Et alors souvent, on vous dit: «Ragondin, oui, ça mange, ça détruit les berges parce que ça fait des terriers», mais à contrario, c'est un des plus gros consommateurs de végétaux. Notamment des plantes aquatiques invasives, d'où les 2 les dents qu'il a orange parce qu'en fait, lorsqu'il mange beaucoup de chlorophylle, en fait, avec l'oxydation, enfin de l'air, ça lui rend les dents oranges. Mais en fait, on s'arrête souvent, juste à une partie en fait, il faut aller jusqu'au bout et tirer, je dirais la bobine et comprendre que voilà, l'animal il a été importé. Donc on doit ensuite, On a Heu, un prédateur. exactement. D'accord. Je pense aux pigeons dont Oui. on parle pas, le mal aimé, qui c'est quoi Ouais, alors moi ce qui se j'adore passe? les pigeons, d'ailleurs je fais beaucoup de photos, de pigeons, hein. Bah, ils ont aussi, ils ont aussi des prédateurs, hein. Le faucon pèlerin par exemple, attaque les pigeons. D'ailleurs quand je fais des photos de pigeons et que je les présente en exposition, les gens me disent: «Mais c'est magnifique un pigeon». Mais on pense que Fiont, on pense que des gars, mais non, il y a aussi une beauté en fait, alors on a d'ailleurs 3 types de pigeons à Paris, hein. On a le pigeon biset qu'on reconnaît avec son œil rouge. On a, le pigeon ramier qui est un peu plus dodu et un pigeon qui est plus en voie de disparition aujourd'hui, qui est le pigeon colombin et quand on fait le distinguo entre les 3, on se dit: «Waouh, en fait, pigeon, mais c'est sublime quand vous avez son encolure et que vous voyez les côtés irisés, vert bouteille, violet, il y a des reflets avec le soleil, c'est extraordinaire». Encore faut-il savoir le regarder et pas se cantonner qu'aux «mauvaises choses» entre guillemets. Bien sûr. Mmh. Comment la ville a-t-elle évolué là en termes de biodiversité? Toi qui la photographie maintenant depuis, une vingtaine d'années, tu observes un peu des changements? Alors bien sûr qu'il y a des changements, mais je veux pas accentuer le discours sur le déclin de la biodiversité, ça c'est un fait, mais plutôt montrer, la beauté de tous les écosystèmes. Je précise, il faut préserver d'abord les écosystèmes pour qu'il y ait ensuite tout le monde du vivant qui s'y accole. S'il y a pas les écosystèmes type, des mares par exemple, heu et ben, toute la chaîne alimentaire, en fait, elle est cassée, en fait. Ouais, Donc il faut d'abord préserver ces écosystèmes pour que le monde de vivant puisse s'y installer et retrouver ses lettres de noblesse. OK. Il y a un terme scientifique qui est la synurbanisation. Tu sais, c'est ce processus d'adaptation des populations animales sauvages aux conditions spécifiques de l'environnement urbain. Est-ce que toi, tu as pu identifier, constater que certains animaux avaient changé de comportement ou qui auraient un comportement, différent en milieu rural? Par exemple, oui, sur une espèce, par exemple, le renard, quand je fais des photos dans certains cimetières, je vois plus le renard mulotter, en fait. Mulotter, ça veut dire qu'il fait un saut pour atteindre sa proie. Je le vois à la campagne, mais je le vois pas à Paris. À Paris, en fait, il se nourrit, en fait, des déchets ou il va chasser, bien évidemment, mais il y a les poubelles à côté, donc c'est plus facile pour lui, d'aller dans la poubelle et de prendre des restes. J'ai rarement alors après on peut sortir de Paris et aller en Île-de-France. Oui, là, on va revoir dans des friches le renard mulotté. Mais dans Paris même, je parle intramuros, je ne vois plus les renards mulottés. Je les vois, déambuler, dans les cimetières, dans certains parcs, mais chassent ou ils vont faire les poubelles. D'accord, Mmh. excellent. Et il y a cet aspect de justement de communication entre la capitale et les périphéries. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as identifié des corridors écologiques qui permettent justement à ces animaux de pouvoir circuler
Comme si, par exemple, ils venaient du milieu rural et ils allaient en ville. Tu Et bah, par exemple, concernant le renard, certains disent qu'ils arriveraient, par la coulée verte, en fait. Ils remonteraient par la coulée verte et après ils s'installent dans des endroits où ils sont en sécurité et puis où il y a de la nourriture et quand ils ont, leur habitat et la possibilité de se nourrir et bah, mâles et femelles et bah, ils ont des petits donc ils se sentent, voilà un peu chez eux, même si encore une fois, on peut se poser la question: «Est-ce qu'il est normal d'avoir des renards en ville?» Ça c'est un débat qui est ouvert mais en tout cas, moi je suis admiratif parce que de voir quels que soient les animaux d'ailleurs, s'adapter aussi bien, au monde, urbain parce qu'il y a du bruit, il y a des klaxons, il y a enfin c'est incroyable comment ils arrivent, à à à s'adapter. s'adapter. Il y a des espèces comme le héron, c'est incroyable comment il est imperturbable, où on peut parfois les approcher à 3 mètres et ils continuent à vivre. À la campagne, un héron à 200 mètres, ils vous voient, ils ont une telle acuité qu'ils s'en vont. En ville, c'est fou, ils se sont complètement acclimatés. Vous les voyez dans tous les parcs parisiens où il y a un plan d'eau, où ils vont choper les poissons rouges, les carpe-coïs. Ça fait des photos extraordinaires parce qu'un héron qui chope des poissons, il y a, comment dirais-je, poisson rouge, avec le détachement, du héron qui est plutôt gris et blanc. Mmh. Ça fait un contraste, fabuleux, quoi et Incroyable. c'est assez fou. Comment tu vois cette notion de temps dans la prise de photo qu'il pourrait y avoir entre, la ville et la pleine nature? Alors déjà, je fais très rarement des affûts en ville. Je me cache avec, bah, derrière une poubelle, derrière des arbres et cetera. Alors que quand je suis à la campagne, j'ai un véritable affût, donc je suis vraiment en tenue camouflage. Il m'est déjà arrivé de faire d'avoir une tenue camouflage en ville. Certaines personnes ont eu peur, ils ont cru que j'étais un terroriste. Donc on va éviter. Mais non, c'est une autre approche, par rapport à la campagne. Par exemple, je fais des serres, à la campagne, ça s'improvise pas, en fait. Il faut repérer les animaux. Il y a beaucoup de repérage, mais en ville aussi, hein, c'est pas je suis à la débauté, il faut connaître quand même les endroits, il faut connaître les habitudes, les comportements des animaux pour réaliser de belles images. Est-ce qu'avec le changement climatique, le réchauffement de la ville, tu vois apparaître de nouvelles espèces? Bah, pendant la migration, il y a souvent d'ailleurs un des points migratoires où avec, la Ligue de protection des oiseaux, c'est les buttes Buttes-Chaumont parce que c'est un des points assez, les plus culminants à Paris. On voit des migrateurs. Quelque chose que j'ai vu qui était exceptionnel, c'est des oies blanches du Québec. Ça extraordinaire. Alors je les appelle, elles sont toutes blanches avec les rémiges, donc le bout des ailes noires et je les appelle avec des petites pattes loup-boutin parce qu'elles ont les pattes toutes rouges, en référence au monsieur qui fait les souliers pour ces dames c'est assez rare. On a eu une huppe faciée qui est venue à Paris, c'est plutôt un oiseau qu'on retrouve dans le sud de la France. On a des espèces, assez mythiques aussi, le gorge bleu, bon, on le trouve dans le 77, mais on l'a déjà vu à Paris, donc il y a des espaces, les pinsons du Nord, qu'on a vus cet hiver, à Paris, donc ça c'était quand Du même. coup, c'est exceptionnel, c'est lié, tu penses, au changement de changement de saison? Je suis pas assez expert pour dire est-ce que c'est le changement climatique, mais il doit y avoir, certaines, corrélations à mon avis. D'accord. Hem, Comment tu fais pour sensibiliser justement le grand public? Et comment, à un moment donné, tu communiques avec, les Parisiens? Les gens sont interloqués parce que c'est vrai que souvent j'ai un objectif qui est important et donc ils me prennent pour un paparazzi au départ. Alors je suis peut-être un paparazzi du monde du vivant qui est sous nos yeux et quand je leur explique ce que je regarde, ils disent: «Ah bah, on n'avait pas vu ça» et donc c'est ce que je dis souvent, ça crée du lien social en fait. Au lieu d'être, constamment sur son téléphone, à ne pas se regarder les uns les autres et ben, les gens ils échangent. Ils me disent: «Ah ouais, mais on a vu ça». Et déjà, j'ai des gens qui se confient, c'est-à-dire qu'ils me disent: «Ah mais vous savez que si vous allez là, vous allez voir à telle espèce», c'est aussi une source d'information. «Ah mais c'est on n'avait pas vu ça, ah mais on»
«Ah bon, il y a ça à Paris?» Ah bah, alors là, je pensais qu'il y en avait, qu'à la campagne. Donc c'est vrai que sur le terrain, je rencontre tous les jours, je sais pas, je sais pas, 25, 30, 40, 50 personnes en échange. Parfois du coup, je fais plus d'images, mais et du coup, je leur dis: «Bah, voilà, il y a ça». Après il y a les expositions, il y a, les interventions avec les écoles. Ça, c'est hyper important, parce que c'est quand même, le monde de demain leur appartient et de alors je dis pas qu'il faut que tout le monde soit des érudits de la nature, mais pour moi, ça fait partie de la culture générale et de pas confondre, souvent on me dit: «Mais non, c'est pas un héron, mais c'est une cigogne» et ben, je dis: «Bah» ou le ragondin, «Mais non, c'est un castor» et en fait, les gens, ils confondent beaucoup d'espèces. Ou même, on parle de la faune, mais différencier une feuille de chêne d'une feuille de platane. J'ai des gens, ils confondent tout et à l'époque, moi, j'avais sciences nat, biologie et cetera. On apprenait tout ça à l'école. Alors, j'ai un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, ils l'apprennent plus, en fait. Ça dépend un peu, je dirais, des instituts, qui sont, friands de la nature ou pas, en fait. Ah bah, Après, je me suis aussi fait cette réflexion, c'est que, pour ceux qui ont les moyens, bah, ils s'en vont tous de la capitale, tous les week-ends et ceux qui peuvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent tous les parcs et les 2 bois. Donc ils ont un besoin de se reconnecter à la nature et encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est que, tout est lié, tout est interdépendant. Alors il y a un terme qui est scientifique, qui est la biophilie. C'est, ce que nous apporte, le monde de la nature en termes psychiques, mais aussi en termes de santé et en fait, on voit que c'est énorme, en fait. Sans ça, heu, on serait très mal. comment ton métier de photographe, comment il a évolué justement avec, bah, les nouveaux outils, la possibilité de pouvoir, shooter très facilement avec son iPhone, enfin ou autre Alors oui, smartphone? aujourd'hui, l'immédiateté fait que, aussi avec le matériel a beaucoup évolué. Alors après l'iPhone, super, hein, il y a aucun souci. Après, si vous voulez faire, un grand format, vous allez voir que tout sera pixelisé. C'est la raison pour laquelle on a quand même des boîtiers pro. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui avec, la technologie, donc moi je suis canoniste, donc pour la maison Canon, c'est qu'aujourd'hui on a un appareil qui fait 40 images secondes. C'est fou. Ce qu'on regarde à la télé, c'est 25 images secondes. Donc je peux choisir quand je fais un oiseau en vol, j'ai tout son je dirais, Tout le mouvement tout quoi. le mouvement qui est saccadé et je choisis, est-ce que les rémiges sont pointées sur le ciel? Est-ce que j'ai la petite goutte d'eau qui va bien? Et je jette des caviars parce que je peux pas remplir tous mes disques durs. Et après je choisis l'image. Alors peut-être que je me trompe, hein, certaines, je devrais pas les jeter, mais après ça c'est mon interprétation des choses, hein. C'est l'œil du photographe Faut l'œil effectivement. du photographe. Tu peux aller vraiment dans la finesse. C'est vraiment le détail qui va faire la différence sur une image, le de voir les différentes tonalités, là, on a eu la reproduction récemment des grenouilles. Il y avait les hérons qui tapaient, les grenouilles pour les manger, bah, j'ai fait des photos, je regardais est-ce que j'ai la petite goutte d'eau qui va bien? Enfin, est-ce que la grenouille a la bouche ouverte? Est-ce qu'elle a son œil qui sort? Tu as apparenterais ça à de l'art, techniquement? Ou comment tu valorises tes photographies? Je sais que tu fais des expositions. Est-ce qu'on est dans une forme artistique ou pas? Alors, beaucoup de photographes animaliers deviennent de plus en plus, photographes artistiques. Moi, je fais 2 types de photos. Il y a la photo artistique, effectivement, pour certains concours, mais il y a aussi la photo naturaliste. Il y a des choses, bah, c'est tellement exceptionnel, je suis pas dans la recherche parce que l'instant, il est tellement furtif qu'il faut déclencher, ah bah, oui, il y a toutes les branches, mais c'est pas grave. C'est un peu moi, je suis administrateur au sein de la SNPN, c'est la Société nationale de la protection de la nature. C'est la plus belle association qui défend l'environnement et parfois ils me demandent des photos et alors ils aiment beaucoup les photos, très très léchées, mais parfois ils me disent: «C'est pas grave s'il y a une branche, ça c'est exceptionnel». Bon, c'est ce qui va faire la différence finalement entre des photos naturalistes, des photos d'art où finalement la mise en scène est
et on va dire léchées et préparées? Alors on peut être sur le terrain, soit en affût, soit en billboard, donc la billboard, c'est à la débeauter, mais on peut faire des photos léchées, sans préparation, hein. Après, Ouais, c'est la vitesse d'exécution, le cadrage, la bonne vitesse qui va faire qu'on va faire la bonne, photo. Avec l'expérience, en fait, et en connaissant, les animaux qu'on photographie, le biotope où on les prend, on anticipe et on sait déclencher au bon moment, en fait. ouais, ça fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse, encore plus, laisser de la place à cette biodiversité? Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi? Là, on est à quelques jours des municipales. Souvent, les gens comprennent que lorsqu'ils sont confrontés, à des problèmes, ce que je trouve dommage d'ailleurs. Il faudrait, anticiper tout ça. Non, la biodiversité, elle est cruciale pour l'homme avec un grand H, heu, pour l'humanité tout entière de toute façon, et il faut préserver ça parce que c'est une richesse, tellement, énorme, tant pour, aujourd'hui, que demain, et donc ça, c'est très, très, très important à mon sens de sensibiliser le plus grand nombre et de leur montrer encore une fois que, tout ça, c'est le tableau du vivant qui est sous nos yeux, pas for alors j'invite bien sûr les gens à voyager, mais sous nos yeux, à quelques encablures de nos habitations, il y a quand même des choses extraordinaires. Il faut les observer, il faut les montrer. Essayer le moins possible de les déranger parce que sinon, il y a un risque qu'une espèce, s'enfuit. Mais je pense que la biodiversité, ouais, c'est crucial pour l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, on peut vivre de son métier de photographe animalier? C'est très dur, c'est très, très dur, parce que souvent les gens pensent que déjà économiquement aujourd'hui, c'est pas facile pour personne. Encore moins pour les photographes animaliers parce qu'on est vraiment sur une niche. Il y a très peu de photographes animaliers qui en vivent. Souvent, il y a un autre métier où il y a le conjoint qui permet de vivre convenablement. Mais c'est pas facile, il faut se battre. Vous êtes beaucoup sur le terrain, mais il faut aussi, faire des sujets, les prévendre auprès de magazines, faire des calendriers, des cartes postales, ça fait pas tout, en fait. Bien sûr, ouais. Les interventions, les écoles n'ont pas forcément le budget, donc oui, il faut mettre de l'huile de coude. Comment tu vois l'évolution de ce métier justement? On va toujours plus vers le sensationnel. Après moi je prends comme exemple Vincent Munier qui est un des plus grands photographes animaliers français et du monde, j'ai envie de dire, mais qui va plus vers, le cinéma aujourd'hui. D'ailleurs sur Instagram, pour vous faire connaître, parfois, vous avez quelques centaines de likes sur une image. Par contre, quand vous faites des réels, c'est des milliers de c'est donc les gens veulent que ça bouge. Nous, en tant que photographe, on prend un instant T et c'est fini. Le réel, les gens, voilà, ils veulent que ça bouge, ils veulent que vous leur dévoiliez, comment vous faites, les making of, heu, pour eux-mêmes, réaliser après ensuite l'image. D'accord, et c'est un sujet sur lequel tu aimerais aller ou ça t'intéresse pas trop justement? Il faut vivre avec son temps, donc faut jouer sur les 2 en fait. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait sur les 2. Justement, tu es pas mal présent sur Instagram, tu postes énormément, donc ça veut dire que quand même, tu as ce média en tête. Tu peux nous en parler un peu? Pourquoi Instagram et pas un autre Oui, réseau? aujourd'hui Instagram est soi-disant le réseau social qui fonctionne le plus. Il y a TikTok aussi, Facebook. Mais Insta, marche vraiment bien. On a des bons retours. On peut toucher une très grande, communauté, et donc je me suis mis, un peu Sur comme tous Insta. les autres en fait sur le rail, et je me suis mis sur Insta. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expositions? Parce que du coup, tes photos sont quand même exposées au grand public. Qu'est-ce que tu attends de ces rencontres, de ces expositions? Là, c'est montrer ce que je vois dans la capitale. C'est déjà sensibiliser, voilà, au beau avec un grand B, bah, toute la beauté du vivant qu'on a sous nos yeux, que certains, ne voient pas, parce que soit ils ne veulent pas le voir ou ils ont pas le temps. Et donc je suis là pour, être un, je dirais entre guillemets «un témoin des métamorphoses du vivant».
Et puis après j'aime bien faire des expos, parce que souvent on me dit: «Ah mais c'est rare de voir», alors je suis assez méticuleux, donc je vais souvent, lorsque j'ai mes panneaux d'affichés, les nettoyer et donc là, les gens souvent me disent: «Ah mais vous êtes le il y a que l'auteur qui peut nettoyer ses propres images» et je dis: «Oui», donc on échange et là il y a un il y a c'est beaucoup de photographes naturalistes, on est quand même, assez solitaires et du coup là, de partager avec le public, d'avoir cet échange, pour moi c'est important aussi, de communiquer et d'échanger avec les personnes. Et D'accord. c'est assez aussi magique. Il y a certaines rencontres, c'est assez dingue. Moi, je me rappelle là, j'ai fait une exposition, puis un jour, je vais, au parc Martin Luther King dans le 17e arrondissement et je fais des photos de fourmis et il y a une dame, 82 ans qui me avec sa canne, me tape dans le genou. Elle me dit: «Ça va monsieur, vous faites pas de malaise?» Et je me retourne, j'ai trop mignon quoi, et cette dame aujourd'hui, Josiane, 82 balais, 83e année, cette année. Elle a acheté un appareil photo et elle est allongée à côté de moi en train de me faire des photos d'insectes. Ça, c'est génial. Là, ça me relie avec l'humain. D'accord, donc finalement, tu as une sorte de pont vers l'infiniment petit, Ouais, enfin vers le petit, mais voilà. voilà, c'est ça, je trouve, j'ai plein d'anecdotes comme ça, et ça, c'est magique aussi. Est-ce que la formation, c'est un sujet qui t'intéresse? Est-ce que tu accompagnes, des personnes, justement à développer, améliorer leur technique photo? Je dirais que je connais peut-être entre 30 et 40 de mon appareil. J'aime plus être sur le terrain, que derrière mon ordinateur et je multiplie les probabilités en étant sur le terrain pour faire de belles images, en observant, les sujets que je souhaite. Mais, la technique, j'apprends tous les jours, mais ma priorité, c'est d'être quand même sur le terrain. Bien évidemment. Est-ce que tu comptes te limiter qu'à Paris? Ah, il y a des espèces emblématiques comme le cerf, Alors je pensais plus à d'autres villes que tu aimerais explorer? il y a certaines villes, où j'ai pris, certaines images, mais oui, dans toutes les villes, il y a la faune et la flore, et on peut aller à Bordeaux, on peut aller à Lyon, on peut aller à Lille, à Metz, à Strasbourg, il y aura forcément, et même dans des capitales du monde entier. Bien Je suis sûr. déjà allé à Londres, il y a à peu près 10 000 renards à Londres. Bon, ils ont des Ouais. plus grands espaces, mais on peut aller à Bruxelles, la photographie animalière, et urbaine, dite urbaine, prend de plus en plus d'essor, en fait. Les gens, il y a cette connexion et du coup, il y a des personnes qui achètent un appareil, qui se disent: «Ah bah, c'est génial ce qu'ils font, bah, on a envie de faire la même chose». Donc ça crée une émulation aussi. Oui, les gens sont de plus en plus sensibles et ça se limite pas, forcément qu'à la faune. J'ai fait un thème sur les écorces, enfin c'est toute la nature, c'est pas que, la Bien faune sûr. et encore une fois, là, j'ai fait des fleurs, j'adore les fleurs, faire un thème sur le cœur des fleurs, c'est voir les étamines, comment est construit le cœur d'une fleur, mais c'est dingue en fait. Et l'homme s'inspire de toute de la nature, hein, on n'invente, pas réellement grand-chose. Quand on voit, tout ce qui est en aéronautique, tout est tiré des oiseaux, hein. Bien sûr. Moi j'adore quand je regarde un oiseau, je regarde la symétrie des plumes. Il y a aucune fausse note. Tout est parfait. Tout est parfait. C'est incroyable de voir le dégradé des couleurs. Souvent là, je faisais, j'ai une dame qui dit: «Ah, il y a un canard mandarin, c'est un canard d'Asie du Sud-Est qui est hyper coloré». Et puis elle voit la femelle et la réflexion était: «Ah bah dis donc, le mâle est plus beau que la femelle». Alors je dis: «En dis donc, c'est pas toujours vrai chez les humains». Elle rigole et je lui dis: «Mais vous savez pourquoi justement la femelle a cette couleur?» «Ah non, bah, c'est le mâle, il veut la séduire». «Oui», je lui dis: «D'accord, très bien, l'aspect séduction. Et une femelle, elle se doit d'avoir un plumage plus discret. Pourquoi? Parce que quand elle va avoir ses petits, et ben, elle veut pas que les prédateurs la voient, très vite C'est un repère, et elle la repère et donc la nature est bien faite. oui, Bon, alors après il y a des faux amis, hein, quand on voit le martin pêcheur, différencier le mâle et la femelle, c'est très difficile. Il y a juste une petite astuce. Le mâle a le bec tout noir et la femelle a le bec inférieur orangé. Donc voilà, il y a mais après voilà, moi c'est je fais des photos, mais c'est après il y a, bah, les bouquins, internet et je
et je me renseigne sur l'espèce. C'est pas je suis pas le consumérisme, de faire des coches et voilà, j'ai fait tel oiseau et j'ai basta. Après, j'aime bien parler de mon sujet, en fait, et transmettre. Mon slogan, c'est souvent de dire, «Cultivons notre regard et préservons la biodiversité», mais cultiver son regard, c'est pas simplement que sur la biodiversité, c'est cultivons notre regard sur tout, en fait, et Mmh. être curieux, en fait, de ce qui nous entoure, d'échanger avec les gens, et pas de s'arrêter, d'avoir les préjugés, essayer de dépasser tout ça, et je pense que ça réglerait bien des problèmes. Bah, en tout cas, c'est un message hyper positif. On a toujours une petite question, rituelle en fin de podcast, c'est, si tu devais, convoquer, 2 personnes disparues ou vivantes à, participer justement à une séance photo, qui serait-elle? Inviter des personnes, tiens, si, une personne, mon grand-père, qui est parti dans les étoiles, parce que c'est quand même lui, qui m'a appris à observer, ainsi que mon père d'ailleurs, et qui m'ont appris à observer la nature avant tout, et écouter les sons, à humer les odeurs, oui, mon grand-père, hem et puis, qui veut me suivre en fait. OK. Des parisiens, des touristes, enfin, c'est en tout cas ceux qui sont intéressés par ces sujets-là. OK, Tous les passionnés, tous les amoureux du vivant, voilà, avec plaisir. super. Où c'est qu'on peut te joindre et découvrir ton travail? Bah, on peut me joindre, via Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, mais mon Instagram c'est, Yann, Y-A-2-N, underscore, le tiret du 8, crochet, C-R-O-C-H-E-T, underscore, photographe, et là, on OK, peut communiquer. très bien. Merci beaucoup en tout cas, Yann. Je te souhaite une bonne continuation, de très belles photos et puis à bientôt. Et des belles rencontres. À très vite. À bientôt. Bye bye. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.